C'est bon? Ah, c'est bon, ça enregistre. Ok. Du coup, salut à tous. Coucou! J'espère que vous avez eu de très bonnes vacances, que maintenant ça va mieux, que vous vous êtes reposé et que là maintenant vous êtes au taquet pour le S2. On sait que la BDR c'est 2 semestres, mais croyez-moi, c'est très intéressant. Sophie, elle a un cours très cool ici. Ouais. Tu Et fais le quoi? point intéressant, c'est le contrôle endocrinien. Cette partie plus spécifiquement sur la spermatogénèse. Ouais, Et Nina fera la fonction endocrine sur la folliculogénèse. Donc voilà. Donc là, on va voir ça. Du coup, vous allez voir, le cours en soi, il est assez simple si vous comprenez. C'est juste ça. Ça a l'air d'être gros, mais il faut comprendre. Déjà, avant de commencer, le prof fait un rappel non détaillé sur la spermatogénèse. Ça, c'est dans son cours, dans la Renéo de l'année dernière. Il faut savoir, c'est acquis pour lui. Je ferai dans la fiche cette partie-là qui est non détaillée. Je la mettrai dans la fiche, mais là, on ne va pas la détailler pour la suite rentrée. Du coup, on passe directement au contrôle endocrinien de la spermatogénèse. Donc, on va voir quelques définitions avec Samuel. Bon, en gros, c'est quoi une hormone? C'est très simple, c'est une substance, quelle que soit la nature, qui est produite par une cellule et qui exerce un effet sur elle-même ou sur une autre cellule dans le même organe ou autre part. Ça peut même être à l'extérieur, comme on verra tout à l'heure. Il y a 4 subdivisions de fonctions de sécrétion. La première étant la fonction endocrine, qui est une action, une production de hormones, qui a une action à distance à l'intérieur de l'organisme, qui passe soit par un vaisseau sanguin, soit par un vaisseau lymphatique. Donc, on le voit ici dans ce schéma. Faites pas attention au fait qu'on a écrit et on a capté après que c'était à l'envers. Et bon, vous avez Regardez capté. juste les schémas, Ouais, pas voilà. les lettres. Puis ensuite, on a la fonction exocrine qui, elle, est très similaire, mais à l'envers, quoi. C'est la production, pareil, à distance, mais qui agit à l'extérieur de l'organisme. On le voit ici, avec la cellule qui a une division entre intérieur et extérieur. Et bon. Elle va produire vraiment pour excréter vers l'extérieur du corps. C'est ce qu'on a vu à la spermatogénèse, la production de spermatozoïdes. Ouais, voilà, c'est exocrine. Même en histo, vous l'avez vu, vous n'en faites pas. Ouais. Puis ensuite, on a la fonction autocrine, qui elle. Ah non, mince, paracrine, qui elle est une sécrétion la production d'hormones d'une cellule qui est sécrétée pour avoir une action à proximité, genre dans les cellules voisines. L'exemple donné dans le cours, c'est par rapport aux cellules de Sertoli. Là, on voit très clairement que les cellules sont juste à côté et l'hormone agit sur ces cellules-là. C'est vrai, c'est de proche en proche en fait. C'est pas de passage dans un canal. Et puis la fonction autocrine, qui elle est la dernière, est très simple, c'est une production d'hormones pour agir sur elle-même, sur cette même cellule. Donc là, on voit bien que la production d'hormones libère ces produits-là pour agir sur la même cellule. Bon, voilà, c'est tout. Voilà, définitions à connaître, elles sont assez simples et plutôt logiques. Ensuite, la fonction endocrine du testicule. Du coup, on sait que toutes les hormones interagissent avec la cellule cible en se liant à un récepteur spécifique localisé. Du coup, ce récepteur, il peut être soit sur la membrane, on parle d'hormones polypeptidiques, soit dans le cytoplasme. Cytoplasme, en fait, c'est les récepteurs nucléaires. Du coup, on parle plutôt d'hormones stéroïdes. Donc, la fonction endocrine du testicule, ça permet, vous l'avez vu au S1, la différenciation du tractus génital masculin via la testostérone et la différenciation du sinus urogénital via la DHT. Ça, c'est aussi important pour comprendre la suite. Du coup, on avait vu aussi au S1 que la fonction endocrine du testicule a été portée par Leydig seulement, pas par Sertoli, même si elle produit des hormones endocrines. Ce n'est pas vraiment sa fonction. Sa fonction est plutôt autocrine et paracrine. Et du coup, on a vu aussi les détails de la cellule Leydig qui sont à connaître. Les détails, il faut connaître les caractéristiques de chaque cellule. Leydig, elle est plutôt ronde. Elle a un aspect vraiment de cellule endocrine. Du coup, elle a un matériel riche dédié à la sérodogenèse. Donc, vous avez bien compris, réticulum endoplasmique lisse développé, Golgi développé, beaucoup de mitochondries et des gouttelettes lipidiques qui sont là pour stocker vraiment les stéroïdes.
les androgènes et tout ça. Donc, voilà. Vous voyez ici un peu, là, c'est une cellule de Leydig schématisée. Là, c'est sous microscope électronique. Ensuite, on va voir la synthèse de la testostérone. Alors, ça peut paraître barbare un peu. Cette partie, je sais qu'elle n'est pas la plus évidente, mais il faut le voir comme une histoire avec des étapes. Il y a une continuité, voilà. C'est assez logique après. Du coup, le cholestérol rentre dans la cellule de Leydig par un transporteur appelé lipoprotéine. Ensuite, il y a une synthèse. Sinon, non, pardon. Donc, soit elle rentre dans la cellule à travers le transporteur, soit il y a une synthèse de novo déjà dans le réticulum endoplasmique lisse. Peu importe d'où elle vient, le cholestérol va être estérifié et du coup pénétrer ensuite dans la mitochondrie par la protéine STAR. Ensuite, la mitochondrie forme la pronénolone. Prénénolone. C'est vraiment des hormones un peu barbares, mais c'est comme ça. Donc là, vous voyez dans les réactions ici, ça, c'est les différentes étapes. Je pense que ce n'est pas vraiment à connaître exactement. Sachez qu'il y a prénénolone quelque part dans l'histoire. Et celle-ci, elle va aboutir enfin à la testostérone en passant par le réticulum endoplasmique lisse. Voilà, vous avez un schéma ici. Tout sera dans la fiche, d'ailleurs. Du coup, ensuite, il y a deux types de récepteurs. Il y a les récepteurs cytoplasmiques et nucléaires. Et du coup, l'hormone, elle ne va pas vraiment suivre les mêmes étapes. Vous allez voir, il y a une petite différence. Donc, pour les récepteurs nucléaires, c'est la testostérone qui pénètre par diffusion à travers la membrane plasmique. Elle se lie à son récepteur. Vous vous souvenez, c'est des récepteurs qui sont dans le cytoplasme, qui sont du coup récepteurs nucléaires, mais dans le cytoplasme, qui, avec la protéine chaperone, vont être sorte de stabilisés, enfin voilà, et ensuite ils vont se défaire pour se démériser sous forme d'homodimère pour être transloqués après dans le noyau. Du coup, cette fixation, ce qui est transloqué va aller se fixer sur l'ADN et on parle d'hormone responsive element, HRE. Selon si c'est testostérone ou œstrogène, ce n'est pas vraiment les mêmes. Vous verrez ça dans la fiche. En tout cas, retenez que ça se fixe sur l'ADN. Et voilà. Du coup, cette fixation va permettre soit d'activer, soit d'inhiber la machinerie de transcription et donc la cascade protéique qui suit. Alors ça, c'est assez logique. Il faut se dire que l'homme, il n'est pas fait comme la femme. Du coup, il ne produit pas les mêmes choses. Il a une pilosité, tout ça. Donc en fait, ça, c'est parce que les protéines aussi ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas une même transcription. Et c'est vraiment les androgènes, la testostérone, qui va venir se lier à l'ADN, qui va lui dire transcris ça, transcris ci, qui donnera cette protéine ou cette protéine, qui fera vraiment une différenciation masculine. Donc c'est assez logique que ça vienne sur l'ADN. Ensuite, pour les récepteurs cytoplasmiques, on ne parle pas vraiment de testostérone, ouais. On parle plutôt de DHT. DHT qui est plus active au niveau du récepteur des androgènes, au niveau du cytoplasme. Donc, en fait, je pense quand il dit récepteur cytoplasmique, ce n'est pas récepteur nucléaire, c'est au niveau de la membrane plasmique. Donc, en fait, voilà, elle va se lier à ce récepteur. Et ensuite, le système qui suit, c'est quasiment exactement le même que celui qu'on a vu tout à l'heure pour la testostérone. Juste, la DHT et la testostérone ne vont pas se lier au même récepteur. Voilà. Donc ensuite, je prends un peu d'eau. Merci Dorothée. Ouais. Ensuite, alors du coup, ensuite, il y a des anomalies. Il faut savoir que le gène du récepteur des androgènes, il est codé sur le bras long du chromosome X. Du coup, chez l'homme, il y a une copie. En cas d'anomalie de ce gène, il y a un syndrome de résistance aux androgènes complet ou partiel. Donc voilà, ça c'est important de comprendre parce que pour notre cours avec les anomalies, tout ça, il faut vraiment savoir qu'un gène qui n'est plus là ou qui est muté, ça va avoir des conséquences du coup sur la résistance ou pas aux androgènes. Enfin, vous comprenez bien, tout est corrélé. Donc dans ce gène,
récepteur des androgènes, il y a un triplet de CAG qui va pouvoir parfois s'auto-amplifier. Et en fait, ça peut donner des maladies d'instabilité. Donc, par exemple, la maladie de Kennedy, c'est un peu une neuropathie périphérique associée aussi à une fonte musculaire due vraiment à cette expansion du codon CAG, vraiment un triplet CAG qui se multiplie. Voilà, ça fait ce genre d'anomalie. Ensuite, on va voir du coup le contrôle endocrinien au niveau de la cellule de Leydig, puis Sertoli, en commençant par Leydig. Alors, Leydig, déjà, elle agit de fonction paracrine sur la cellule de Sertoli et aussi les cellules myoïdes. Ensuite, aussi, elle a un rétrocontrôle sur l'hypophyse. Donc, du coup, ça, c'est pour bloquer la sécrétion de LH et éviter que le système s'emballe. Ce qui dit sécrétion de LH dit production d'hormones, parce que en fait, la cellule de Leydig, elle va vraiment comprendre, voir le LH comme un truc qui va lui dire, un message qui va lui dire produit de la testostérone. Du coup, vous comprenez que s'il y a trop de LH à chaque fois, il y aura trop de testostérone, il ne faut pas que ça envoie mal. Si la cellule de Leydig, elle comprend, il y a assez de testostérone, elle va dire stop à l'hypophyse, on va diminuer la sécrétion des LH. Et elle a un double contrôle sur cette production de testostérone, puisqu'elle a un rétrocontrôle sur l'hypothalamus. Donc ça, c'est plutôt du coup la sécrétion de GnRH. Normalement, vous avez vu ça au lycée. GnRH, LH, comment c'est lié. Pour le coup, ce n'était pas détaillé dans la RONIO. Je pense que c'est pris pour acquis que vous savez un peu. Mais là, dans le schéma, vous voyez, de toute façon, ça explique bien. Je pense que c'est bien vraiment de comprendre genre, les rétrocontrôles. Celui-là est vraiment bien. Genre, je sais que c'est lui, grâce à lui, que j'ai compris à peu près comment ça marche. Ouais, il est assez bien fait. En plus, il y a Sertoli, après, vous allez voir. Ouais. Du coup, voilà. Donc, double contrôle sur la production des testostérone. Ensuite, Sertoli, du coup, bon, elle a des fois, elle est un peu grosse, elle est un peu tout mis. Bon, on va se concentrer sur cette partie-là. Elle a une action endocrine avec l'action d'immunine B et aussi, elle régule la FSH. Retour sur le schéma d'avant. Là, vous voyez Sertoli, immunine B, voilà, c'est un rétrocontrôle aussi, et FSH. Produit FSH. Du coup, elle régule aussi la FSH. Bon, le prof, il n'a pas détaillé plus dans le cours, donc je ne vais pas ajouter plus de détails là-dessus. En tout cas, ensuite, il y a une notion aussi importante à savoir, c'est la notion de mini-puberté. En fait, le nourrisson, mâle, enfin masculin, dans les 6 premiers mois de la vie, va y avoir une sécrétion continue de LH et de FSH. Ça ressemble un peu à ce qui se passe à l'âge adulte depuis la puberté. Du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle mini-puberté. En fait, il y a une sécrétion de ces deux hormones-là de manière continue. Et ça fait, du coup, comme vous voyez ici dans le schéma, un pic de testostérone pendant ces 6 premiers mois. Et ça, en fait, c'est important parce que c'est ce qui va permettre la multiplication des cellules de Sertoli. Pendant la vie postnatale, vous vous souvenez, ouais, ça, les cellules de Sertoli sont fixes au cours de la vie, en fait, parce qu'elles se multiplient pendant ces 6 premiers mois, puis la multiplication s'arrête. Et du coup, le nombre reste stable le long de la vie. Donc, c'est vraiment la mini-puberté qui permet ça. Du coup, on peut aussi observer, ça c'est anecdotique, mais chez le nourrisson, du coup, des érections physiologiques, parce qu'il y a un pic de testostérone, ça ressemble à ce qui se passe chez l'adulte. Il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait normal. Du coup, pendant l'enfance, ensuite, FSH et LH, ils sont complètement nuls, il n'y en a plus. Tout simplement parce que on ne veut pas de production de testostérone, ce n'est pas encore la puberté. Donc, le flux continu, donc il y a une perte de la pulsacité en un flux continu de GnRH. Le fait que ça soit continu, le GnRH, ça bloque un peu FSH et LH. Et du coup, il n'y a pas de production d'hormones. Ensuite, à partir de la puberté, ça recommence, ça augmente. Du coup, la production de LH et FSH est continue. Donc là, vous le voyez bien. Hop, ça monte. Et en premier, c'est la sécrétion d'FSH qui débute. Grâce à ça, il y a une sécrétion du coup de testostérone, donc tout ce qui est différenciation sexuelle, secondaire et tout, peut enfin se faire. Ça, c'est jusqu'à le long de l'âge adulte. Voilà, ce graphique, il est important à connaître. Essayez de le comprendre, c'est assez logique. Voilà. Ensuite, Sam, il va vous donner quelques notions à retenir, malheureusement. Ouais, c'est comme ça.
m'a dit Sophie, des trucs à retenir, genre bien précis. Globalement, c'est quoi la fonction endocrine du testicule? C'est une différenciation sexuelle, c'est un développement des caractères primaires et secondaires, c'est un contrôle de la spermatogénèse et une trophicité des organes génitaux. Ensuite, plus spécifiquement, la testostérone, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aussi avoir une action sur la différenciation sexuelle, mais sur la masse musculaire, sur la masse osseuse, sur la croissance squelettique, sur la distribution des graisses, euh, production d'érythropoïétine. Elle a aussi un effet psychotrope et une fonction érectile très connue. Ça, c'est malheureusement, enfin, c'est écrit dans la Renéo, c'est à retenir. Ouais. Et aussi, c'est important à comprendre, même pour les anomalies. Vous comprenez bien que du coup, s'il y a plus de testostérone, la fonction érectile va être touchée. Du coup, il y aura un peu une impuissance chez l'homme. Tout ça, c'est important vraiment. Ce tableau-là, je vous conseille vraiment, apprenez-le. Ouais. Je te laisse continuer. Donc ensuite, cette testostérone pourrait être transformée grâce à deux enzymes différentes, soit en dihydrotestostérone grâce à la 5-alpha-réductase. Ça, c'est un item qui tombe tout le temps, tous les ans. Vraiment, retenez ça. Testostérone, 5-alpha-réductase, dihydrotestostérone. Ouais. Et cette dihydrotestostérone permet aussi la différenciation sexuelle, la pilosité, la production de sébum, l'obésité viscérale et la croissance prostatique. Aussi, cette testostérone, elle peut passer, grâce à l'aromatase, en 1,7 bêta-œstradiol. Cette hormone, elle fait d'autres trucs, comme la masse osseuse, la fermeture des épiphyses, l'effet psychotrope, le système cardiovasculaire, enfin, ça agit sur ce système-là, un rétrocontrôle sur l'hypophyse, un contrôle sur les seins, sur l'obésité viscérale aussi, et la croissance prostatique aussi. Voilà. Donc vraiment, le piège, genre, je me rappelle que nous, c'est des tombés. C'est la testostérone grâce à l'aromatase passe en dihydrotestostérone. Enfin, vous l'avez vu en... base. Il faut vraiment différencier les deux. Et même tout ce qui est différenciation sexuelle et tout, il faut savoir qui appartient à qui. Vous n'avez pas vraiment... C'est pas la testostérone qui va faire la pilosité, c'est surtout la DHT. C'est ça, ça c'est piège classique. Voilà. Donc, à apprendre. Ensuite, du coup, là, on va voir la dernière diapo des facteurs d'environnement influençant la spermatogénèse, donc pouvant conduire à des anomalies. Du coup, chez l'homme, quand il produit des spermatozoïdes, ces spermatozoïdes peuvent être tout à fait normaux, comme ils peuvent ne pas l'être. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Des infections, par exemple, dans les testicules, exposition à la chaleur. C'est pour ça que c'est important que les bourses soit à l'extérieur, parce que sinon, si ça reste à l'intérieur comme les ovaires, ça peut créer des problèmes de chaleur, voilà. Stress oxydatif. Il faut que les testicules doivent être à peu près 2 degrés plus bas niveau température que le reste du corps. C'est important pour la spermatogénèse. C'est des choses comme ça qui vont créer un stress, des erreurs d'ADN, des dégâts à l'ADN, qui vont soit être réparés dans les spermatozoïdes. Du coup, quand il y aura fécondation, il y aura un embryon normal, soit ils ne seront pas réparés, et là, il y aura des anomalies dans l'embryon, notamment des fausses couches précoces, car ils sont non viables. C'est pour ça, des fois aussi, les couples ne peuvent pas faire d'enfants, parce que l'homme, par exemple, il produit des spermatozoïdes anormales. Donc, ça peut être pour plusieurs raisons, mais on cherche du coup pour des infections. L'âge aussi, ça fait des erreurs de réplication. Des irradiations, donc voilà. Téléphone mobile. Le prof, il en parle, je me souviens, à la fin de son cours. Les téléphones dans la poche, des fois, ça a une influence sur la spermatogénèse. Donc, faites attention, les garçons. Téléphone dans la poche, c'est pas ouf. Du coup, ensuite, cela explique du coup que 25% des cas après la fécondation résultent à un échec d'implantation de l'embryon. C'est vraiment ces facteurs environnants qui influencent la spermatogénèse, qui font qu'ils sont non viables. Voilà. Ça, c'était la dernière partie du cours. Voilà. Du coup, je laisserai Nina vous expliquer la deuxième partie qui sera folliculogénèse et contrôle endocrinien. Et je vous laisse. Bisous. Merci. Coucou tout le monde, voilà, du coup on se retrouve avec moi pour la suite du cours que vous appelez Sophie, sauf que cette fois on va parler du contrôle endocrine chez la femme. Donc on se souvient du S1 que notre ovocyte
le follicule plutôt permet la croissance de l'ovocyte, d'accord? Il y a donc la folliculogénèse d'un côté, l'ovogénèse de l'autre, et que c'est grâce à la follicule que notre ovocyte peut grandir. On se souvient aussi que la folliculogénèse est un processus qui est très long, qui dure 3 mois, avec la possibilité d'expulser l'ovocyte à l'intérieur, et que c'est un processus qui est extrêmement régulé. On va voir dans ce cours comment tout ça est régulé. Elle est régulée de différentes manières, notamment par la régulation endocrine. Cette régulation endocrine, elle se fait en 3 phases. On a d'abord une première phase de croissance basale qui est indépendante des gonadotrophines. Par gonadotrophine, on entend GnRH, FSH et LH. C'est une durée qui est très longue. C'est une phase qui dure entre 60 et 70 jours. Donc, en fait, ça correspond aux 2 premiers mois de la croissance folliculaire. On arrive ensuite au recrutement asynchrone. Pourquoi asynchrone? Déjà parce qu'avec la croissance basale, les follicules ne vont pas tous être au même stade de développement. C'est pour ça que c'est asynchrone. Et donc, en fait, les plus gros follicules, c'est eux qui vont être sélectionnés par la FSH qui va être sécrétée en début de phase folliculaire. Okay? Donc, on va avoir entre 10 à 20 follicules par ovaire qui vont commencer leur croissance. On a aussi une notion très importante de fenêtre de FSH. La fenêtre de FSH, en fait, c'est quoi? C'est que donc, notre sécrétion de FSH va augmenter au début du cycle, en début de phase folliculaire, du coup. Et puis, il va y avoir un moment, après quelques jours, où cette sécrétion va se bloquer. Et c'est ce blocage qui correspond en fait, à la fenêtre de FSH. Ça va permettre en fait de choisir qu'un seul, de sélectionner, du coup, la phase de sélection, de sélectionner le follicule qui pourra continuer la croissance. Et bien ensuite, en 3e phase, le phénomène de dominance ou de croissance régulée. En fait, c'est une phase qui est indépendante de la FSH. Pourquoi? Puisque nos follicules, ils ont déjà grossi, ils ont déjà été sélectionnés. Okay, donc ici, la FSH, elle ne sert plus à rien. Elle a déjà fait son job. Par contre, c'est une croissance qui est quand même régulée par d'autres hormones, notamment la LH. D'accord? Du coup, la FSH, elle a des récepteurs sur les cellules de la granulosa. Elle va permettre du coup la sélection et la dominance de notre follicule. Cette croissance, elle est corrélée à la différenciation du complexe follicule-ovocyte. Okay, donc, la FSH, elle va permettre de corréler la croissance de notre ovocyte à l'intérieur de notre follicule. Et on a ensuite la LH, qui a ses récepteurs sur la tête interne et qui donc, permet donc de stimuler la synthèse d'androgènes, de testostérone. Elle a aussi un rôle en périovulatoire, on en reparlera tout à l'heure, mais vous savez que la LH, avec son pic, elle permet l'expulsion de l'ovocyte. Donc ici, bon, ok, désolé, mes images, elles sont un peu floues parce que je les ai pris de la Ronéo et la qualité du coup n'était pas ouf, mais on corrigera ça sur la prochaine fiche. Du coup, ici, ce qu'on a besoin de voir, c'est que du coup, donc, notre follicule, ici, là, il va augmenter, il a une phase de croissance, d'accord? Et donc là, on a la FSH qui augmente, la sécrétion de FSH, du coup, qui va recruter nos follicules. On voit bien d'ailleurs qu'on a des follicules plus petits que les autres. Et donc, du coup, grâce à la fenêtre de FSH, c'est les plus gros follicules qui vont être sélectionnés et qui vont pouvoir continuer leur croissance. Donc ça, c'est grâce à la fenêtre de FSH. D'accord? C'est ce qui permet la sélection des follicules qui vont continuer leur croissance. Et ensuite, du coup, on a la phase de dominance avec la croissance max de nos follicules. Ensuite, on a une régulation à une autre échelle qui se fait par des communications jonctionnelles. Okay? Donc, on a des connexines qui synchronisent la croissance de l'ovocyte et la synthèse d'hormones par la granulosa. Donc ici, on retrouve des connexines, hein, c'est ce que vous avez vu en biocell. Et donc là, ça va permettre une synchronisation. On va avoir des jonctions communicantes entre les ovocytes et les cellules périovocitaires. Donc, par périovocitaire, on entend par exemple la zone pellucide ou la corona radiata. On va avoir aussi donc, des jonctions communicantes entre granulosa et granulosa, entre cumulus et cumulus, et entre tech et tech. Okay, ça, pareil, on retient où sont les jonctions communicantes. Donc ça permet juste une synchronisation.
Ensuite, on a un rôle qui est paracrine. En fait, on va avoir une sécrétion de facteurs de croissance par la granulosa et l'ovocyte. Et on va avoir aussi une sécrétion de cytokines. Ces sécrétions se font dès la croissance basale, donc dès que le follicule va commencer sa croissance. On va avoir aussi une sécrétion d'AMH par les follicules primordiaux, Et cette AMH, en fait, elle va permettre chez la femme d'éviter la rentrée des follicules en atrésie. Donc, elle va permettre de garder un stock folliculaire assez conséquent, puisque se souvient qu'il y a 99% d'atrésie à tous les stades. Et en fait, c'est grâce à l'AMH qu'il n'y a pas à y avoir atrésie totale. En fait. Ensuite, du coup, on va parler des fonctions endocrines de l'ovaire. Donc, en fait, on va avoir du coup plusieurs hormones qui vont avoir des rôles différents. Par exemple, l'œstrogène, donc E2, c'est son précurseur, va permettre le développement des caractères sexuels secondaires, va permettre le développement de l'endomètre au cours du cycle et va permettre un rétrocontrôle positif sur la sécrétion de VLH. Parce que normalement, on le verra plus tard, mais l'œstrogène a une régulation négative, un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH. Sauf en péri-ovulatoire, où on va avoir un rétrocontrôle positif. Ensuite, on a la progestérone. La progestérone qui est sécrétée par le corps jeune, elle va permettre un maintien et un développement de l'endomètre après l'ovulation. Ensuite, elle permet la trophicité de la glande mammaire, donc que la glande mammaire garde et augmente même de taille pendant cette deuxième phase du cycle. C'est minime, hein, mais voilà. Et aussi, on a aussi un rôle utéro-relaxant. Ensuite, l'androgène, avec la testostérone, elle permet une croissance folliculaire avec l'apparition des récepteurs à la LH au moment de l'ovulation, hein, puisque on se souvient qu'à l'ovulation, c'est la LH qui permet ce phénomène. C'est grâce au pic de LH que notre follicule va pouvoir rentrer, va pouvoir faire de l'ovulation et expulser son ovocyte. Et on a ensuite l'AMH. L'AMH, elle va permettre la répression des follicules primordiaux pour éviter l'atrésie générale. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Du coup, ça, c'est ce que je vous ai dit donc, tout à l'heure en petit aparté. En fait, l'œstrogène, elle a un rétrocontrôle négatif sur le système hypophysaire, donc la sécrétion de LH et la sécrétion de FSH, qui sont des hormones hypophysaires, sauf au moment de l'ovulation, où elle a un rétrocontrôle positif pour permettre le pic de LH. On va avoir aussi des interactions qui vont être bidirectionnelles entre la taque interne et la granulosa. En fait, pourquoi on a cette interaction bidirectionnelle? Tout simplement parce que la testostérone, qui est sécrétée par la taque interne, elle va être aromatisée par l'aromatase pour donner de l'estrogène, qui va être du coup sécrété par la granulosa. Donc, en fait, comment ça se passe? Donc, on va avoir la LH, qui va agir sur la taque interne pour sécréter l'androgène. La FSH, elle a une action, elle a ses récepteurs sur la granulosa, et la granulosa va sécréter l'estrogène, tout simplement. Ok, maintenant, on va parler du cycle menstruel. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça commence déjà par un axe gonadotrope qui comprend 3 hormones. Une hormone par l'hypothalamus, la GnRH, qui est un polypeptide avec une sécrétion pulsatile. On se souvient que s'il y a une sécrétion continue, du coup, il n'y a pas de cycle menstruel, il n'y a pas d'hormones sécrétées. Du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, sécrétion pulsatile. On se souvient bien de ça, mais vous l'avez vu au S1. Et par l'hypophyse, on a une sécrétion de FSH, et une sécrétion de LH. Ces 2 hormones, c'est des glycoprotéines à 2 sous-unités. Une sous-unité alpha qui est commune aux 2 hormones et une sous-unité bêta qui est spécifique. Donc, chaque FSH, la FSH ou la LH ont une sous-unité bêta qui leur est spécifique. Du coup, pour se pencher un peu plus sur la GnRH, du coup, elle est sécrétée par les neurones hypothalamiques. Ces neurones hypothalamiques, elles ont une origine embryonnaire qui vient de la placode olfactive. Et ensuite, par un système de migration, elles vont se retrouver au niveau de l'hypophyse. Cette sécrétion pulsatile, comme je vous l'ai dit, elle est variable en fréquence et en amplitude. Au cours du cycle, on verra plus tard dans le semestre,
c'est leur taux de sécrétion et leur amplitude au fur et à mesure du cycle. Petit aparté super intéressant, notamment pour les filles, en fait, parce que ça vous concerne, avec le stress des examens de la première année et tout ça, je ne sais pas, peut-être, certains d'entre vous ont remarqué un retard de règles ou quoi. Et en fait, c'est grâce à ça. Puisque quand tu es en situation de stress, qu'en fait, quand le corps voit qu'il ne peut pas assumer une grossesse maintenant, une fécondation maintenant, il va sécréter son GnRH de façon continue pour stopper un peu le cycle et dire, attendez, là, je ne suis pas prêt, on va se calmer, là, je suis en situation de stress, je ne suis pas prêt à avoir un enfant, je ne suis pas prêt à avoir une grossesse. Du coup, sécrétion continue. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir un retard de règles. Donc, c'est super bien fait. Qu'en situation de stress, c'est normal d'avoir un retard de règles et c'est vraiment bien fait, c'est incroyable. Du coup, on va reparler du cycle menstruel et de ses étapes. Il dure à peu près 28 jours et le cycle varie, c'est au dépend de la phase folliculaire, puisqu'on se souvient que la phase lutéale ou la phase progestative, elle a un temps génétiquement programmé de 14 jours avec le corps jeune. On se souvient de ça, ouais. Donc, en fait, généralement, ça peut varier individuellement chez les femmes, entre 0 et le 4e jour, on a la phase menstruelle, donc avec les règles. Vient après la phase folliculaire, donc avec comment on appelle ça, la prolifération de notre endomètre et l'ovulation au 14e jour, et ensuite la phase lutéale progestative ou sécrétoire qui dure 14 jours. Du coup, on va voir chacune de ces étapes en détail. D'abord, pareil, j'ai un peu de trouble, mais on comprend. Donc d'abord, on va voir la phase folliculaire entre J1 et J13. Je sais, ça diffère des chiffres qu'on a vus tout à l'heure, mais voilà, c'est de J1 et J13. Donc, du coup, c'est une phase œstrogénique. Donc, c'est là où la sécrétion d'œstrogène est la plus importante. C'est une phase où il va y avoir une action sur l'utérus. On va avoir le développement de l'endomètre, la prolifération de l'endomètre. Du coup. Pareil, on verra le cycle endométrial plus tard. Et pendant la phase folliculaire, on a aussi une sécrétion de la glaire cervicale pour éviter que les spermatozoïdes rentrent au moment de l'éjaculation, puisque de toute façon, ça ne sert à rien, il n'y a pas eu encore ovulation. Donc, hop, ils ne rentrent pas. Une petite contraception qui ne fonctionne pas, on va se le dire entre nous. Du coup, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de notre axe gonadotrope pendant la phase folliculaire. Donc, l'hypothalamus va générer de façon pulsatile la GnRH, bien qui agit sur l'hypophyse. L'hypophyse qui permet la sécrétion de LH et FSH, qui a donc ses actions respectives sur l'ovaire, qui permet la sécrétion d'œstrogène et sur l'utérus, et du coup le développement de l'endomètre, la sécrétion de glaire, et du coup le développement des follicules, comme on a vu tout à l'heure, avec la croissance asynchrone. Donc ensuite, à J14 environ, on a l'ovulation. Là, les oestrogènes ils vont être suffisamment sécrétés pour permettre un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse et du coup permettre un pic énorme de LH, une sécrétion énorme de LH qui va permettre de programmer notre ovulation. Donc, pareil, rappel, parce que c'est super important, c'est le point super important à retenir de ce cours, c'est que les oestrogènes ils vont avoir un rétrocontrôle négatif sur le système hypophysaire, sauf à l'ovulation ou à la rétrocontrôle positif pour permettre le pic de LH. Voilà. Ensuite, vient la phase lutéale, progestative ou sécrétoire. Petit mémo des familles, bon, c'est pas très correct, mais SLP, bon, je ne vous dis pas ce que ça veut dire, vous savez vous-même. Ça permet de retenir sécrétoire, L pour lutéal et P pour progestative. Voilà. Du coup, donc c'est la phase de notre cycle menstruel où on va avoir le corps jaune. Notre follicule il a expulsé son ovocyte et du coup, notre follicule qui reste dans l'ovaire, il va rentrer en apoptose, se dégénérer en corps jaune. Ce corps jaune il permet la prolifération de notre endomètre et sa transformation glandulaire, c'est-à-dire que plein de glandes vont apparaître dans notre endomètre et vont se gorger
de glycogène. La glycogène qui va permettre, comme vous l'avez vu en embryon, de nourrir notre embryon si jamais il y a fécondation. La progestérone, elle inhibe la sécrétion de GnRH. Donc là, clairement, on n'a plus besoin de GnRH. On a fait notre job. Là, le but, c'est juste d'attendre les 14 jours si jamais il n'y a pas de fécondation pour ensuite recommencer notre cycle. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va voir ce que c'est la notion de cycle endométrial. Donc l'endomètre qui suit un peu le même cycle que notre cycle menstruel. Donc, les oestrogènes, ils vont permettre la prolifération de l'endomètre avec l'apparition de la vascularisation. Et la progestérone, elle va permettre la transformation glandulaire avec la sécrétion de glycogène. S'il n'y a pas de fécondation, l'endomètre il va desquamer, c'est-à-dire qu'il va se dégénérer pour revenir à l'état initial avant l'effet d'œstrogène. Donc, pendant tout le cycle menstruel, l'endomètre s'est épaissi. Okay. S'il n'y a pas eu de fécondation, il va y avoir les règles et du coup, l'endomètre va être tout petit, il va être désépaissi. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit. Le saignement des menstruations vient donc de l'endomètre et des artères spiralées qui sont mises à nu. Donc, là, hop, il augmente pendant la phase proliférative. Et pendant la phase sécrétoire, on va avoir l'apparition de glandes qui vont se gorger de glycogène et les artères qui vont être un peu plus spiralées et décroissance si jamais il n'y a pas de fécondation. Ensuite, donc là, histologiquement, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est l'état de l'endomètre pendant la phase proliférative, donc pendant la première phase du cycle menstruel. On voit que la prolifération de l'endomètre, du coup, avec le début d'apparition des petits vaisseaux. Okay, tout ça, là, les petits ronds, là, ça, c'est les vaisseaux qui apparaissent. Ici, on va avoir donc 2 étapes de notre cycle endométrial ou menstruel. Et c'est l'équivalent, en fait, ça se ressemble. Donc, ici, on va avoir un état de l'endomètre pendant la phase sécrétoire. On voit donc que les glandes, elles sont pleines de glycogène. Regardez, on voit que les glandes, là, ici, elles sont remplies. Et on voit l'apparition aussi donc, des artères spiralées. C'est ce qu'on voit ici en rouge. Et ici, donc là, on voit bien que notre endomètre, en fait, il saigne. Et c'est pendant la phase des règles, on voit bien que ça saigne. Ici, du coup, on a la chronologie de la formation de l'endomètre et des formations des glandes avec l'apparition du glycogène. Donc ici, on voit notre endomètre, il est tout fin, donc ça c'est au début du cycle. Puis, pendant la phase sécrétoire, on va avoir l'apparition des glandes, enfin plutôt des artères, de la vascularisation. Voilà, et après, les glandes complètement pleines de glycogène, les artères bien spiralées. Du coup, on va avoir aussi une régulation hormonale si jamais il y a fécondation ou s'il n'y a pas fécondation. S'il n'y a pas fécondation, il va y avoir lutéolyse de notre corps jeune. Okay, donc, ce qui va engendrer une diminution des oestrogènes et de la progestérone, puisque c'est la progestérone est sécrétée par le corps jeune. Okay, du coup, on va avoir une dégénération de notre endomètre puisqu'il n'y a plus aucune hormone qui maintienne notre endomètre, puisqu'il n'y a plus d'oestrogène. On se souvient que c'est l'oestrogène qui permet de maintenir l'endomètre. Et vu qu'on a une diminution de l'oestrogène et de la progestérone, on va reprendre la sécrétion de GnRH. Donc, on a une levée de l'inhibition de la GnRH. Et du coup, ça va permettre de recruter nos follicules et du coup de recommencer à zéro. Si jamais maintenant il y a fécondation, en fait, là, notre corps jeune et le placenta, ils vont continuer leur fonctionnement. Donc, le placenta, il va se mettre petit à petit en route, okay, et le corps jeune, pour ça, il l'aide à continuer à sécréter la progestérone. Le placenta, il va commencer aussi petit à petit à sécréter l'HCG, okay, c'est l'hormone de la femme enceinte, si on veut dégrossir. Du coup, pour maintenir le corps jeune aussi et ses sécrétions. En fait, c'est un peu une interaction bidirectionnelle. Okay, l'un agit sur l'autre, mais l'autre aussi agit sur l'autre. Voilà. Du coup, l'HCG il est produit jusqu'à la 12e, 16e semaine à peu près. Et puisque là, le placenta il deviendra complètement indépendant et du coup, il n'aura plus besoin des sécrétions du corps jeune. Il va sécréter suffisamment de progestérone tout seul pour ne plus avoir besoin du corps jeune. Et du coup, on a fini pour ce cours.